La haute montagne, c'est par définition un environnement extrême. Ce sont des milieux qui sont battus par des vents affreux, 100 km/h, très régulièrement. Donc a priori, ce sont des environnements dans lesquels on devrait trouver très peu de vie. Au cœur du massif du Mont Blanc, une expédition scientifique explore ces terres hostiles. Sous l'épaisse couche de neige, la vie est là, sous une forme inattendue. Je vais essayer d'y aller doucement. En fait, contre toute attente, on trouve des plantes à fleurs qui sont adaptées à ces milieux. Les fleurs défient l'impossible. Sous leur apparence fragile, ce sont des combattantes. Leur histoire est celle d'une conquête fulgurante de la planète. Elles représentent aujourd'hui 90% de la biodiversité végétale. Cette multitude de formes et de couleurs intrigue les scientifiques depuis des siècles. Darwin a eu une obsession pour les plantes à fleurs tout au long de sa vie, à cause de cette soudaine diversification. Cela contredisait toute sa théorie de l'évolution, qui était basée sur des étapes graduelles et lentes. Dans une lettre datant de 1879, Charles Darwin faisait part de son désarroi sur la place des fleurs dans l'arbre du vivant. Le développement rapide des plantes à fleurs, autant que nous puissions en juger, est un abominable mystère. Comment expliquer leur soudaine apparition? D'où viennent-elles? Quel est le secret de leur expansion? Aujourd'hui, une nouvelle génération de scientifiques est déterminée à comprendre comment les fleurs ont pu coloniser la planète en si peu de temps. Oh wow! On a maintenant accès à des outils. 5 ans, il y a 10 ans, on n'avait aucune idée qu'on pourrait faire ce genre de travail. Partout sur Terre, ils traquent le moindre indice, la moindre piste. Regarde ça. Paléontologues, biologistes, généticiens. C'est quand même assez fantastique et assez vertigineux. Pour les héritiers de Charles Darwin, l'heure est venue de résoudre l'abominable mystère des fleurs. Nous faisons des progrès incroyables. Darwin aurait été évidemment ravi d'apprendre cela. Je suis Sarah Darwin, botaniste, et je suis l'arrière-petite-fille de Charles Darwin. L'illustration la plus spectaculaire de l'abominable mystère des fleurs se trouve en Afrique du Sud. Nous sommes à la veille d'un événement botanique extrêmement rare. Stephen Boatwright est chercheur à l'Université du Cap. Il se prépare à une expédition dans l'un des déserts les plus arides du pays. Je suis en route pour le Namaqualand. Je vais assister à l'un des événements annuels les plus fantastiques que nous ayons dans ce désert. Je dois me dépêcher si je ne veux pas le rater. Cet événement exceptionnel, attendu par les chercheurs du monde entier, est une gigantesque floraison en plein désert. Un super bloom. Stephen est en contact avec Sarah Darwin qui n'a pas pu se rendre sur place. Salut Sarah, c'est Stephen Boatwright. Bonjour Stephen, alors dis-moi à quoi ressemble le Super Bloom? On s'attend à un super bloom spectaculaire. Nous n'y sommes pas encore. Mais il y a eu de très bonnes précipitations cet hiver et des températures douces.
Je suis sûr que cela va être une super année. Une fois par an, le désert se transforme en tapis de fleurs. Ma première réaction est waouh. Ça vous coupe le souffle de voir combien de fleurs il y a ici et à quel point elles sont capables de fleurir en plein désert. Je pense que Darwin aurait été subjugué s'il avait pu assister à un super bloom. Arriver dans un désert qui est normalement dépourvu de toute plante et voir soudainement cette extraordinaire diversité de fleurs arriver d'un seul coup. Cette super floraison en plein désert est produite grâce à des précipitations abondantes et des températures clémentes. L'hiver a été frais et humide, ce qui permet aux plantes d'avoir assez d'eau pour grandir. Elles fleurissent au printemps quand les températures sont un peu plus élevées, mais pas trop chaudes. Ce qui fascine surtout les scientifiques, c'est l'apparition de toutes ces fleurs au même moment. Pour se reproduire, elles ne disposent que de quelques jours avant l'arrivée des chaleurs caniculaires. Les plantes de ce super bloom ont vraiment une fenêtre courte pour produire des graines. Donc elles doivent produire une grande quantité de graines pour pouvoir germer l'année suivante. Elles ont vraiment une sexualité débridée. Comment les plantes à fleurs se reproduisent-elles si rapidement? Pour le comprendre, il faut d'abord décortiquer leur anatomie. À l'extérieur de la fleur, nous voyons d'abord les sépales qui protègent les pétales quand la fleur est encore en bourgeon. Puis on a la corolle qui est l'ensemble des pétales. À l'intérieur, nous pouvons voir les organes mâles et femelles. La fleur n'est autre que l'appareil reproducteur des plantes. Les organes mâles se nomment les étamines. Ce sont elles qui produisent le pollen, autrement dit, la semence mâle. L'organe femelle, appelé le pistil, renferme l'ovule caché. Quand le pollen d'une autre fleur entre en contact avec le pistil, il délivre des gamètes mâles jusqu'à l'ovule. Cette fécondation donnera ensuite naissance à une graine. C'est l'embryon de la future plante. Cette morphologie atypique, avec des organes mâles et femelles sur la même structure, est le point commun de la majorité des espèces de plantes à fleurs que les scientifiques appellent les angiospermes. Un saut évolutif majeur par rapport aux organismes végétaux qui dominaient le monde avant leur arrivée. À 500 km de là, dans l'un des jardins botaniques les plus impressionnants au monde, se trouvent les ancêtres des plantes à fleurs. C'est la famille des gymnospermes qui comprend l'ensemble des conifères. À la différence des fleurs, ce groupe de plantes a ses organes sexuels séparés. Il se situe soit sur 2 branches, soit sur 2 pieds différents. Ici, on a un cône femelle et voici un cône mâle. Le cône femelle, comme vous pouvez le voir, est encore un peu fermé, mais les écailles s'ouvrent pour attraper les grains de pollen.
Et ici, c'est un cône mâle. Les cônes mâles sont plus petits que les cônes femelles et produisent de grandes quantités de pollen. C'est vraiment une stratégie non spécialisée, car ils doivent produire une grande quantité de pollen pour réussir à trouver les cônes femelles et les féconder. Je peux vous montrer comment le pollen se disperse. Vous pouvez voir que le pollen est porté par le vent jusqu'aux écailles des cônes femelles pour les féconder. En partie à cause de cette pollinisation par le vent très aléatoire, le nombre d'espèces de gymnospermes a décliné depuis leur apparition. Il n'en reste plus que 1000 aujourd'hui, contre 300 000 espèces d'angiospermes. Les fleurs sont devenues partout les reines du monde végétal. Le secret de leur succès vient de leur alliance avec le monde animal. Si les plantes à fleurs sont plus performantes pour se reproduire, c'est parce qu'elles bénéficient de l'aide cruciale des pollinisateurs. L'association avec les insectes, c'est une optimisation énorme, vraiment, puisque on peut imaginer, par rapport à du vent qui va emmener le pollen au hasard, là, vous allez avoir un bourdon, une abeille ou un papillon de nuit qui va spécifiquement aller de fleur à fleur. Et l'avantage d'avoir les organes mâles et femelles sur la même structure, sur la fleur, c'est qu'un insecte, quand il va visiter, il va à la fois déposer du pollen et emporter du pollen. Ce qui fait que dans une même visite, il va aller faire ce brassage génétique. Et ça, c'est un avantage énorme. Donc, pour la fleur, c'est le rêve, en fait. Elles ont quelqu'un qui conduit docilement leurs gamètes d'une fleur à l'autre. Et donc, elles sont immobiles, elles ne peuvent pas bouger. Et pourtant, elles se reproduisent de façon très efficace. Le super bloom serait donc un gigantesque speed dating entre les fleurs, avec les pollinisateurs comme entremetteurs. Ce ménage à trois est l'une des explications du succès des plantes à fleurs. Mais comment des végétaux immobiles réussissent-ils à attirer toutes sortes d'animaux pollinisateurs ? La science est désormais capable de révéler les armes de séduction des fleurs, à commencer par leur irrésistible beauté. Du rose des cerisiers japonais, au jaune des tournesols en Inde, en passant par le rouge des coquelicots de Normandie, immortalisés dans les tableaux de Claude Monet, leur éclat peint le monde. Mais ce spectacle ne nous est en rien destiné. La couleur, c'est le principal signal envoyé aux pollinisateurs pour les charmer. Comment les fleurs parviennent-elles à créer ces teintes éclatantes ? Des chercheurs de l'université de Cambridge viennent de révéler un mécanisme étonnant. Fondée en 1209, c'est l'une des plus vieilles et prestigieuses facultés au monde. Les plus grands scientifiques y ont travaillé. Cambridge est le point de départ de la carrière de Darwin. C'est à Cambridge qu'il a pris son envol. Au départ, il n'aimait pas vraiment l'école. Mais quand il est arrivé à Cambridge, il s'est senti porté par cette merveilleuse atmosphère savante que nous ressentons encore aujourd'hui. Parmi la nouvelle génération, Edwige Moiroux, docteur en biologie évolutive. Depuis 10 ans, elle mène des recherches sur la fabrication de la couleur chez les fleurs. Il y a 3 classes principales de pigments chez les plantes à fleurs. Une classe de pigments qui s'appelle les anthocyanes, qui créent des tas de couleurs du violet au rouge. Une autre classe qui s'appelle les caroténoïdes, et généralement, ce sont pour les fleurs jaunes orangées. Et la 3e classe est une classe un petit peu spéciale qui s'appelle les bétalines. C'est un pigment très rouge, très violet, qui est très stable.
Donc ça, c'est très bien, mais ce qu'on a créé, c'est surtout du rouge, du violet, du jaune, de l'orange. Et le bleu dans tout ça. Cette couleur est facilement détectée par certains insectes, mais elle est très difficile à créer par pigmentation pour la fleur. Il faut qu'elle modifie l'acidité de ses cellules ou qu'elle pousse dans certains types de sols, comme en Bretagne, où il est possible de voir des hortensias bleues. Pourtant, certaines fleurs réussissent l'exploit de produire du bleu sans remplir ces conditions. On s'est rendu compte, en jouant avec la lumière, les fleurs peuvent créer cette couleur bleue. C'est le cas de la Ketmie d'Afrique, une plante de la famille des hibiscus. En l'observant de très près, nous distinguons des légers reflets bleus dans la partie brillante du pétale. Comment est-ce possible ? Pour résoudre cette énigme, la scientifique analyse la structure du pétale d'hibiscus au microscope électronique à balayage. Une plongée dans l'immensément petit, au résultat déconcertant. La première fois que j'ai vu ce cliché de microscopie électronique, c'est toujours fascinant de voir des choses. J'avais aucune idée que la surface en fait était striée. Ça a été la première réaction. La deuxième réaction, c'est de se rendre compte qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on regardait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant en fait de travailler avec des physiciens, par exemple, parce que pour des physiciens, quand on leur a montré l'image, instantanément, ils ont pensé à un mécanisme qui crée de l'iridescence. L'iridescence est un phénomène optique de diffraction de la lumière. Celle produite par un CD est dite parfaite, car toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont visibles. En comparant à l'échelle nanométrique la structure de la surface du CD à celle du pétale d'hibiscus, Edwige comprend que le bleu est créé par un défaut structurel. Au lieu de ressembler à des stries très rigides et à des spaghettis parfaits, on a plutôt des nouilles cuites qui commencent à onduler. Et c'est ces ondulations, en fait, qui sont responsables du désordre. Le désordre mélange les autres couleurs et il y a uniquement la lumière bleue qui est au bon angle pour devenir visible. Dans la nature, on pourrait presque pas parler de défaut, hein, parce que ce qui compte, c'est que ça soit efficace. Ce qui compte, c'est que ça favorise la reproduction, que ça favorise la vie des plantes. À quel point ce halo bleu favorise-t-il la reproduction de ces fleurs? Comment réagissent les pollinisateurs à la vue de cette couleur créée de toutes pièces par cette Ketmie d'Afrique? Dans une salle spécialement conçue à cet effet, la scientifique chronomètre le temps que les insectes mettent pour se déplacer d'une fleur à l'autre. Elle commence l'expérience avec des hibiscus non iridescents qu'elle a spécialement modifiés. Ça y est, elle vient d'atterrir sur la première fleur, là. Elle part de la première fleur. Et elle atterrit sur la deuxième. Donc là, elle a mis 9 secondes. 9 secondes pour trouver une fleur sans reflet bleu. Quel temps va mettre le bourdon pour trouver une fleur iridescente? Ok, elle part. Et la voilà. Donc là, elle a mis 3 secondes pour passer d'une fleur à l'autre. Après avoir répété l'expérience de nombreuses fois, on se rend compte qu'en fait, les fleurs iridescentes sont bien plus faciles à trouver pour un pollinisateur. Et en moyenne, une abeille peut passer 2 fois moins de temps à trouver une fleur si cette fleur est iridescente. Ce bleu est donc un avantage déterminant dans la course à la reproduction que se livrent les fleurs entre elles. C'est toujours fascinant de se dire que cette iridescence, cette communication entre les pollinisateurs et les plantes à fleurs, s'est produite depuis des millions d'années. Tous les jours, dans des écosystèmes très très différents, l'iridescence joue un jeu. Et c'est seulement maintenant que pour la première fois, on arrive à comprendre que ça, c'est un phénomène important. Les couleurs des fleurs ne cessent de surprendre les scientifiques. Au cours de l'évolution, certaines angiospermes sont même arrivées à créer des couleurs invisibles à l'œil humain. Seule la lumière noire
nous permet de pénétrer ce monde de l'ultraviolet. Certains insectes ont la capacité à voir l'ultraviolet. C'est-à-dire qu'ils ont une meilleure vision que nous, et donc les plantes exploitent cette vision-là. Comment les fleurs utilisent-elles l'ultraviolet pour attirer les pollinisateurs? Vas-y. Tant de pause convenable. On peut rallumer un peu de lumière, s'il vous plaît, que je ne me casse pas la gueule. Oh, bon, alors s'il faut faire attention à des choses comme ça. Aline Rénal et Albert Roguenant sont des explorateurs de ce monde invisible. Albert est entomologiste, un spécialiste des insectes. Aline est une botaniste mondialement reconnue. Certaines plantes portent même son nom. Malgré un souci de santé qui lui paralyse une partie du visage, elle continue à mener ses expériences avec vigueur. Tu éteins. Attention, go. Pendant 45 secondes, l'appareil photo capture le rayonnement UV émis par la fleur. Les couleurs se métamorphosent. L'invisible devient visible. Voilà comment une abeille voit cette fleur. Des pétales ternes, mais des organes reproducteurs très attractifs. Les étamines brillent. Les pétales sont gris. Très triste. Et il y a des étamines allongées qui sont bien lumineuses. Un peu jaune. Autrement dit, moi qui suis un insecte, je vois un truc qui n'a aucun intérêt, au milieu duquel il y a des jolies choses qui brillent. Donc j'ai envie d'y aller. Il est évident que ces petits traits-là, qui vont guider les insectes vers la source de pollen, donc vers les organes sexuels de la fleur, ce sont des balises, comme sur un aéroport ou comme sur un port de mer. Aline et Albert ont photographié près de 1000 échantillons sous UV. À chaque fois, ils ont découvert le même balisage. La preuve que ces attracteurs lumineux sont aujourd'hui très répandus chez les plantes à fleurs. Nous sommes toujours étonnés et émerveillés. Je vois en perspective l'objet réel, la tête de fleur d'oignon, et son image en photographie en UV, on ne dirait pas du tout que c'est la même chose. Pas du tout. On n'aurait jamais pu imaginer ça. Ces révélations sur les couleurs expliquent pourquoi les fleurs tapent dans l'œil des pollinisateurs. Et ce n'est pas leur seule arme de séduction massive. Les plantes à fleurs ont un autre super pouvoir, leur parfum. Grâce à lui, elles sont capables de signaler leur présence avant même d'être vues par les insectes. Souvent, on voit que les plantes qui sont pollinisées par des insectes nocturnes, elles n'ont pas développé des stratégies en termes de couleur ou de forme, parce que finalement, la nuit, voilà, on ne les voit pas très bien, mais par contre, le parfum est extrêmement efficace. Au fil de l'évolution, les fleurs ont même su créer des parfums sur mesure pour leurs visiteurs. Certains sont carrément pestilentiels. Au jardin botanique de Bonn, la scientifique Cornelia Lohne se presse pour observer la floraison de la plante la plus puante au monde. C'est l'Arum titan. Amorphophallus titanum en latin, ce qui signifie phallus de titan. La floraison a commencé cet après-midi. Il est maintenant complètement ouvert. Et on peut déjà commencer à sentir les premières odeurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela sent très mauvais. Tout au long de sa période de floraison, elle dégage toute une gamme d'odeurs différentes. Au départ, ça sent le chou bouilli, puis ça se transforme en une odeur d'ail, de transpiration, de fromage, et enfin, comment dire, de poisson.
Le parfum se compose d'une variété de différentes substances chimiques. Certains d'entre eux ont même des noms amusants, tels que la cadavérine. Toutes ces substances se produisent normalement pendant le processus de décomposition de la matière organique. C'est parce que le type de pollinisateurs sont attirés par de la viande en décomposition. Donc pour eux, c'est une odeur en fait qui est extrêmement attractive. Surnommée la fleur cadavre, ce monstre de la nature, qui mesure jusqu'à 3 mètres de haut, n'est pas une fleur à proprement parler. C'est une inflorescence, c'est-à-dire un groupement de plusieurs fleurs. Elles sont dissimulées à la base de la plante. Ici, sur la partie du bas, on peut voir des centaines de petites fleurs marron. Ce sont les organes femelles. Et au-dessus, ce sont les fleurs mâles. Pour se reproduire, l'arôme titan doit surmonter beaucoup d'obstacles. Son milieu naturel est difficile. Il vit sur l'île de Sumatra, en Indonésie, caché dans une végétation luxuriante. Pire encore, il met 10 ans à sortir ses premières fleurs et ne dispose que de 2 jours pour attirer les pollinisateurs. Mais l'arôme titan a une technique imparable pour se rendre irrésistible. Il produit de la chaleur pour décupler son odeur. Oh wow! C'est ce que révèle Cornelia Lone en filmant la plante de nuit avec une caméra thermique. On peut voir l'image en direct. Cela montre la température en couleur. En haut du cône, il est plus chaud. Il est en fait 10 degrés plus chaud que l'air ambiant. Ce phénomène s'appelle la thermogénèse. Cela signifie que les cellules produisent de la chaleur. L'arôme titan parvient à créer une colonne de chaleur, l'air chaud étant plus léger que l'air froid. Son odeur se propage ainsi au-dessus de la canopée, jusqu'à 1 km à la ronde. Ce phénomène a lieu la nuit, quand les insectes amateurs de viande en décomposition sont les plus actifs. Tout est synchronisé pour réussir la pollinisation. C'est vraiment un ballet, ou un peu comme une pièce de théâtre, où les différents acteurs doivent venir au même moment, tous se retrouver pour produire une performance. L'arôme titan prouve que les fleurs sont capables des stratégies les plus improbables pour se reproduire. Un pouvoir d'adaptation qui semble sans limite. Après les couleurs et les parfums, une nouvelle piste est explorée par les chercheurs. Les fleurs sont-elles capables d'entendre le vol du bourdon? L'évolution les a-t-elle dotées de ce sens pour le moins inattendu? Et si les fleurs avaient des oreilles? Jusqu'à présent, nous supposions que les plantes n'entendaient pas de son et n'en émettaient pas. Pourtant, les plantes interagissent tout le temps avec les animaux. Donc, si les plantes n'utilisaient pas du tout les sons, ce serait un terrible gâchis. Lila Radani est une version moderne de Charles Darwin. Elle est théoricienne de l'évolution à l'université de Tel Aviv. Elle a fait une découverte
qui pourrait changer notre perception des fleurs. Sa spécialité, la phytoacoustique. Autrement dit, l'étude des sons chez les plantes. On savait depuis longtemps que les fleurs envoient des signaux aux pollinisateurs. Mais notre question doit être posée dans l'autre sens. Les fleurs répondent-elles aux signaux des pollinisateurs? Pour y répondre, la chercheuse décide de regarder ce qu'il se passe dans le nectar, quand la fleur est soumise à différents sons. Le nectar, c'est une solution sucrée que les fleurs produisent pour récompenser les insectes d'être venus jusqu'à elles. Les premiers sons que Lillard teste, comme le bruit d'une chauve-souris, ne donnent rien. Aucune modification du nectar. Mais quand elle diffuse un son d'abeille bouclé à l'ordinateur, je joue le son avec un haut-parleur imitant le mouvement des abeilles autour du buisson. la fleur réagit. 20% de sucre en plus. Lorsque nous avons obtenu les premiers résultats, nous étions vraiment contents, mais nous n'étions pas complètement sûrs. Nous avons donc répété l'expérience. Nous avons obtenu des résultats cohérents. Nous avons donc répété l'expérience à nouveau. Et après la troisième fois, nous étions sûrs. Cette augmentation est donc la preuve que ces fleurs perçoivent bien le son de leurs pollinisateurs. Elles produisent un nectar plus sucré pour recevoir leurs hôtes comme il se doit. Mais si les fleurs entendent, où sont leurs oreilles? Lillard a une intuition. Ce sont les pétales qui capteraient le son des abeilles. Mais pour le prouver, il faut un outil capable de mesurer l'effet du bourdonnement sur les pétales. La chercheuse a fait appel au professeur Slava Krylov, ingénieur mécanique. Il est l'un des rares à Tel Aviv à disposer d'un vibromètre laser. C'est un capteur ultra précis, capable de détecter une vibration d'1 millième de millimètre. La lumière laser passe à travers le microscope et heurte l'objet. Lorsque la lumière est réfractée, le système informatique détecte le mouvement, la vélocité de surface. Comment le pétale va-t-il réagir au son des abeilles? Maintenant, nous devons être très silencieux. Sur l'écran du moniteur, des oscillations se dessinent. Le pétale vibre au son des abeilles. L'intuition de Lillard était la bonne. C'était assez excitant, car cela suggère que la première étape de la transmission de l'information du pollinisateur à la plante passe par la vibration des propres pétales de la fleur. Les pétales seraient donc les oreilles des plantes à fleurs. Pour la chercheuse, leur forme concave expliquerait le phénomène. Comme des petites paraboles qui viendraient capter les sons des pollinisateurs. D'une certaine façon, cela a changé mon regard sur les fleurs. Cette étude est la première du genre dans cette nouvelle discipline de la phytoacoustique. La promesse de futures découvertes surprenantes. Capables de ressentir le monde qui les entoure et d'interagir avec lui, les plantes à fleurs font assaut de séduction pour attirer les pollinisateurs. Ce que Charles Darwin voyait comme une expansion massive incompréhensible dans l'arbre du vivant est l'œuvre du système reproductif le plus sophistiqué et le plus performant du monde végétal. C'est l'explication de la domination des plantes à fleurs sur les autres végétaux. Mais cela n'explique pas leur soudaine apparition. Quand les fleurs sont-elles apparues sur Terre?
quelle est leur date de naissance? Pour le découvrir, il faut remonter aux origines. Difficile d'imaginer un monde sans fleurs. Et pourtant, au commencement de la vie, il n'y avait aucune plante sur les continents. Les seules plantes qui existent, ce sont des algues qui vivent dans les eaux salées ou dans les eaux douces, dans les lacs, dans la mer. À partir d'un moment, il y a des algues qui ont commencé à vivre en partie immergées, en partie émergées. Et petit à petit, il y a eu des transformations qui se sont produites. Ça a donné naissance à des mousses. Il y a 450 millions d'années, les mousses tapissent le monde. 50 millions d'années plus tard, la nature invente la tige. Les fougères entrent en scène. Puis vient l'avènement des gymnospermes il y a 300 millions d'années. Les continents se couvrent de conifères. Et toujours pas la moindre fleur dans ces paysages verdoyants. La planète Terre a existé pendant des millions d'années sans la présence des plantes à fleurs. Mais un beau jour, une fleur éclot, changeant l'histoire de la vie sur Terre à jamais. À quand remonte cet événement? Jusque-là, la seule manière de le dater était de trouver des fossiles de ces premières plantes. À Paris, au Muséum d'histoire naturelle, se trouvent les plus vieux fossiles d'angiospermes au monde. Ceux-là même dont Charles Darwin avait connaissance il y a 150 ans. Le paléobotaniste Dario De Franceschi veille sur ces spécimens exceptionnels. C'est un échantillonnage qui provient d'un gisement d'Amérique du Nord, qui date du Crétacé supérieur, de l'ordre de 90 à 100 millions d'années. Voici les échantillons considérés pendant longtemps comme les premières traces des plantes à fleurs sur Terre. Des feuilles de la famille des cacaoyers et de la famille des magnolias. Plusieurs espèces de fleurs existaient il y a 100 millions d'années. Mais est-ce la vraie date de naissance des plantes à fleurs sur Terre? Le début de leur arbre généalogique? Cette apparition récente et brutale ne cadre pas avec la théorie de l'évolution. Ça posait un problème à Darwin parce qu'effectivement, on a une belle diversité d'angiospermes, alors que dans des terrains un peu plus anciens, il n'y en avait pas du tout. Cela contredisait toute sa théorie de l'évolution qui était basée sur des étapes graduelles et lentes. Et les archives fossiles montrent que ce n'était pas du tout une étape lente et graduelle. Tout se passa en réalité très rapidement. Charles Darwin fut tellement désemparé qu'il a émis une hypothèse quelque peu insolite. Pour beaucoup d'organismes, Darwin avait des explications convaincantes pour pallier le manque de fossiles, sauf pour les angiospermes. Il a émis alors l'hypothèse qu'un mystérieux continent, aujourd'hui englouti, aurait pu être le berceau des plantes à fleurs. Fascinés par cette énigme de l'origine des fleurs, les scientifiques n'ont eu de cesse de fouiller le sol à la recherche de fossiles plus anciens. Parmi eux, Bernard Gomez, botaniste et paléontologue à l'Université de Lyon. Depuis 1998, il se rend en Espagne sur un site de fouilles. Dans les déblais mis au rebut, il sauve in extremis des spécimens qui vont tout changer. Ce fossile, c'est vraiment un fossile qui a bouleversé l'histoire des premières plantes à fleurs. Il s'agit d'un fossile de Montsecchia vidali, une petite plante aquatique qui vivait il y a 130 millions d'années. Jusque-là, elle était classée dans le groupe des mousses ou des conifères. Mais en scrutant certains échantillons, Bernard Gomez distingue d'étranges petites boules attachées à la plante. Je me suis à ce moment-là posé la question de savoir si ça pouvait être
quelque chose qui relève d'une partie reproductrice, comme une fleur, ou bien sa transformation en un fruit. Montsecchia était-elle une plante à fleurs? L'enjeu est de taille, car cela repousserait de 30 millions d'années la présence des fleurs sur Terre. Reste à trouver les preuves de son appartenance au groupe des angiospermes. Jusqu'à maintenant, les scientifiques n'arrivaient pas à séparer proprement la partie fossilisée de sa gangue calcaire. Pour dépasser cette contrainte, Bernard Gomez teste une technique d'extraction inédite à l'acide chlorhydrique. L'acide va réagir en fait avec le calcaire, donc s'il provoque des bulles de gaz. Peu à peu, autour de Montsecchia, va se créer un vide, puisqu'il n'y a plus le calcaire qui la piège. Grâce à une couche protectrice appelée cuticule, la plante fossilisée n'est pas dégradée par l'acide. Après 130 millions d'années, les vestiges de la plante sont libérés de leur prison de pierre. On procède un petit peu pareil qu'un chercheur d'or, à savoir qu'on a dissous et on va récupérer en fait dans un tamis assez fin, là c'est du 0,2 mm, les morceaux de plantes qui se sont dégagés après action de l'acide chlorhydrique. Il y a des petits morceaux, des morceaux qui font presque 1 cm de Montsecchia. La méthode est efficace. Bernard Gomez dispose alors d'un échantillon de qualité pour l'étudier au microscope et ainsi révéler la véritable identité de Montsecchia. Ici, on voit très bien une graine. Et sur cette graine, notamment, on voit cette zone-là, le hile, qui est l'équivalent de notre nombril, et qui est une singularité de ces plantes à fleurs. Donc Montsecchia est bien une angiosperme. Grâce à la découverte de Bernard Gomez, la date de naissance des plantes à fleurs recule. Datant de 125 à 130 millions d'années, le fossile de Montsecchia prouve que les fleurs existaient déjà à cette époque. Mais est-il possible d'aller encore plus loin, de remonter le temps jusqu'à l'ancêtre commun à toutes les plantes à fleurs actuelles? Selon les spécialistes, la probabilité de trouver son fossile est quasi nulle. Pour aller au plus proche des origines, il faut donc chercher dans les fleurs actuelles l'espèce la plus ancienne. Elle ne vit qu'à un seul endroit au monde, en Nouvelle-Calédonie. Cet archipel de l'océan Pacifique abrite une flore ancestrale exceptionnelle qui date d'avant la séparation des continents. La Nouvelle-Calédonie est en quelque sorte un arche de Noé de biodiversité. Il y a 3300 espèces végétales, dont 75% en moyenne sont endémiques. Ça veut dire que quand vous vous baladez, eh bien, dans certains endroits, entre 7 et 9 plantes sur 10 que vous allez toucher, rencontrer, ramasser, ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. Valérie Burtès-Aramegna est biologiste moléculaire. Elle est ici pour cueillir la doyenne des fleurs actuelles, Amborella trichopoda. Il faut être très vigilant parce qu'Amborella n'a rien de spectaculaire, parce que ce sont des fleurs de taille très petite, quelques millimètres. Et la plupart des gens d'ailleurs arpentent ce sentier sans savoir qu'ils passent à côté d'un trésor végétal unique au monde. Ah, justement, la voilà, la fameuse fleur d'Amborella. Très petite.
Poussant sur des arbustes, la fleur d'Amborella a une forme très archaïque. Elle possède plusieurs tépales, une version rudimentaire des pétales et des sépales. Mais si Amborella intéresse autant les scientifiques, c'est surtout en raison de sa position dans l'arbre généalogique des fleurs. Amborella est la plus vieille espèce parmi les plantes actuelles, car sa lignée s'est formée directement à partir de l'ancêtre commun. Aurait-elle des informations sur son aïeul? C'est la sœur de toutes les plantes à fleurs de la planète. Donc mieux comprendre Amborella peut nous permettre de mieux comprendre l'apparition des plantes à fleurs. Et voilà pour les prélèvements d'Amborella. Et maintenant, direction le labo pour les faire parler. Pour faire parler Amborella sur son passé, il faut passer à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire qu'il faut extraire l'ADN d'Amborella. L'ADN d'Amborella renferme son génome, son patrimoine génétique. C'est comme un livre contenant des informations sur son évolution. En 2014, Valérie Burtès-Aramenia a fait partie d'un consortium de 50 chercheurs internationaux. Ensemble, ils réussissent un exploit: déchiffrer le génome complet d'Amborella. Bon, et bien, voilà à quoi ressemble, par exemple, le génome d'Amborella. Des pages et des pages et des pages d'enchaînement de lettres qui correspondent à chacune des 4 bases de l'ADN qui vont s'enchaîner dans un ordre précis. Et c'est cet ordre précis qui va donner un sens. Comme vous le voyez, hein, des pages, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on devait lancer une impression de ce génome sur une imprimante telle qu'on les connaît, eh bien, on imprimerait 200 000 pages au moins. Cette succession de lettres est comme une machine à remonter le temps. En comparant ce génome avec celui d'espèces de fleurs apparues plus récemment, les scientifiques peuvent dater l'apparition de leur ancêtre commun. Les datations font remonter l'âge de l'ancêtre le plus commun de toutes les plantes à fleurs à quelque chose entre 140 et 250 millions d'années. C'est un nouveau saut dans le temps. En s'appuyant sur la même méthode, une récente étude affine les résultats de Valérie. L'ancêtre commun serait apparu il y a 214 millions d'années. Les fleurs sont 2 fois plus vieilles que ne le constatait Charles Darwin. Et ça change tout. Ces études qui repoussent finalement par rapport à cette datation fossile l'apparition des fleurs sur Terre laissent plus de temps à l'évolution pour faire apparaître des mutations qui permettent d'expliquer cette évolution des plantes à fleurs. Et cela donne beaucoup plus de temps à la diversification, ce qui résout en partie l'abominable mystère de Darwin. À quoi ressemblait cet ancêtre commun à toutes les plantes à fleurs actuelles? À une plante aquatique comme Montsechia? Ou à une fleur d'arbuste comme Amborella? Une équipe internationale a dressé son portrait robot. Voici le résultat. Sa forme rappelle celle d'un lotus, avec au centre les organes mâles et femelles réunis. Un portrait robot, une date de naissance repoussée, la science progresse dans la résolution de l'abominable mystère. Mais une apparition plus précoce des plantes à fleurs ne suffit pas à expliquer leur diversité. Alors comment cette première fleur a-t-elle engendré des centaines de milliers d'espèces à une vitesse phénoménale?
Quel est le secret de cette explosion de formes et de couleurs? Selon Charles Darwin, la création d'une nouvelle espèce est un processus lent et graduel. Or, cela ne semble pas s'appliquer aux plantes à fleurs. On a l'impression que l'évolution a marché à très grande vitesse, de façon inhabituellement rapide, et ça le perturbait. Si on prend toutes les espèces de mammifères et toutes les espèces d'oiseaux, on a moins d'espèces que si on regarde toutes les espèces d'orchidées. Et les orchidées, c'est uniquement une famille de plantes à fleurs. Donc une seule famille de plantes à fleurs, les orchidées, a plus d'espèces que tous les mammifères et que tous les oiseaux. Ce qui est assez impressionnant. Florian Schissel dirige un groupe de recherche sur l'évolution des plantes à l'université de Zurich. La vitesse est un élément clé dans la résolution de cet abominable mystère. Comment cette évolution s'est-elle déclenchée et à quel point est-elle vraiment rapide? Répondre à ces questions est décisif pour résoudre ce mystère. Et si cette vitesse de création de nouvelles espèces dépendait des pollinisateurs? Pour le savoir, Florian choisit une fleur au cycle de vie très court, la Brassica rapa, qui a l'avantage de produire une nouvelle génération de graines toutes les 7 semaines. Il en a planté dans 2 serres distinctes, mais avec un pollinisateur différent pour chacune. D'un côté les bourdons, qui apprécient les grandes fleurs, très parfumées, et de l'autre des cirfes, des mouches qui préfèrent les petites fleurs. Après moins d'1 an et demi, soit 9 générations, le changement est saisissant. Nous voyons ici des différences de taille. On voit qu'il y a une très grande différence entre les plantes pollinisées par les bourdons après 9 générations et les plantes pollinisées par les cirfes après 9 générations. La différence de taille est radicale. Le parfum aussi est différent. Celle-ci, elle sent très fort. Celle-ci, rien du tout. Les cirfes ne sont pas très sensibles aux odeurs, donc les fleurs n'ont pas évolué en développant des parfums trop prononcés. Cette expérience montre que, rapidement, la sélection favorise des formes qui plaisent à des pollinisateurs spécifiques. C'est le début de la spéciation, la création d'une nouvelle espèce. Quand j'ai vu pour la première fois les plants qui ont émergé de cette expérience, j'ai vraiment été époustouflé, parce que je n'aurais jamais imaginé des différences d'évolution aussi flagrantes. Ce que nous avons pu montrer pour la première fois peut-être, c'est que les fleurs peuvent évoluer de façon très rapide pour répondre aux attentes des pollinisateurs. Ainsi, une partie de la résolution de l'abominable mystère pourrait se trouver dans notre expérience. Cette influence des pollinisateurs dans l'évolution des espèces, Charles Darwin l'avait déjà pressenti. Il y a en effet une très belle histoire. Charles Darwin avait reçu une étoile de Madagascar. Cette orchidée avait un tube de 30 cm de long qui renfermait son nectar. Ce long tube intrigua le scientifique. Pour quelle raison cette fleur a développé cette forme si particulière? Darwin avait proposé qu'il devait avoir quelque part un papillon de nuit qui devait avoir en fait une langue très longue pour aller jusqu'au fond. Malheureusement pour lui, ce n'est que dans les années 90 que les scientifiques ont pu observer ce fameux pollinisateur et étudier son mode de butinage étonnant. On a vraiment une adéquation entre la forme des fleurs et la forme des pollinisateurs. Et c'est très intéressant de voir comment 2 êtres vivants qui ne sont pas du tout rapprochés d'un point de vue évolutif, ou de manière très distante, s'influencent autant pour changer leur forme. Charles Darwin avait eu l'intuition de l'importance de la coévolution. Mais il y a un autre facteur d'accélération qu'il ignorait et que l'on trouve sur les sommets.
Les Alpes sont le berceau d'une diversité florale insoupçonnée. Depuis 10 ans, le biologiste Sébastien Lavergne et ses collègues gravissent les plus hautes montagnes d'Europe. Leur mission ? Recueillir et étudier toutes les plantes poussant en haute altitude. Leur diversité est étonnante. Plusieurs centaines d'espèces végétales ont déjà été répertoriées et Sébastien en découvre encore de nouvelles aujourd'hui. Ouais, ça bouge, ouais. Ouais, Elle est en fleurs, l'ambroise? Ouais. Ah ouais, elle est magnifique. Ouais. C'est jackpot. Ah ouais, elle est super en plus avec la neige autour, là. Récemment, le scientifique est tombé sur 3 plantes comme celle-ci. Des androsaces qui lui ont semblé légèrement différentes. Ah ouais. Joli. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est sa morphologie, et en particulier la structure des poils qui se trouvent sur les feuilles, qui était un peu particulière et qui ne collait à rien de ce qui était connu jusqu'à présent. Sébastien a alors prélevé des échantillons de feuilles. Après les avoir plongés dans l'azote liquide pour les conserver, il a séquencé leur ADN en laboratoire et il a fait une découverte majeure. Il s'agit en réalité de 3 nouvelles espèces d'androsaces apparues tout en même temps. Leur génome révèle qu'elles sont nées lors des dernières grandes glaciations, il y a moins d'1 million d'années. À cette époque, la végétation avait trouvé refuge sur les plus hauts sommets. Des îlots de vie dans un océan gelé. Ce qui a été le moteur de cette diversification, c'est un isolement géographique. Elles étaient sur des sommets qui étaient séparés par des immenses glaciers. Et c'est sur ces refuges glaciaires qu'elles ont divergé les unes des autres, qu'elles se sont différenciées, qu'elles ont connu un phénomène de spéciation. Ces androsaces, éloignées les unes des autres, ont évolué de façon différente. C'est donc cet isolement qui a conduit à une rapide diversification des fleurs de haute montagne. Contrairement à ce que pensait Charles Darwin, l'évolution peut s'emballer dans une frénésie créatrice. Un phénomène qui a une explication génétique. Le génome des plantes à fleurs est propice à l'apparition de nombreuses mutations. Ce qui caractérise aussi les plantes à fleurs, c'est une très très grande variabilité de ces tailles de génome qui peuvent, en l'espace de quelques générations, se dupliquer, voire même être multipliées par 3 ou même par 6. C'est la polyploïdisation. Les chromosomes portent les gènes à l'origine du développement et du fonctionnement des organismes. Au cours de l'évolution, une espèce peut créer des copies de son lot de chromosomes. Cela permet à l'espèce de tester de nouvelles fonctions, tout en conservant une copie de sauvegarde du génome initial. C'est un peu comme une boîte à crayons. Si d'un seul coup, on double le nombre de crayons, on a beaucoup plus de couleurs et on peut faire beaucoup plus de choses. C'est l'idée derrière ça. Si ces nouvelles fonctions offrent un avantage à l'espèce, alors le gène mutant responsable prend le dessus sur le gène initial. La résistance au froid est un exemple d'adaptation conservée par les plantes alpines actuelles à la suite d'une modification de leur génome. C'est un des grands mécanismes par lesquels les plantes à fleurs sont adaptées à des climats et des conditions extrêmement diversifiées à l'échelle de la planète. Les pressions de sélection par les pollinisateurs ou l'isolement géographique permettent de mieux comprendre comment les plantes à fleurs ont pu se diversifier si vite. Ces créatures prolifiques se distinguent aussi par une résistance à toute épreuve. Elles auraient une arme secrète qui les rend invincibles. Même lorsqu'un astéroïde de 12 km de diamètre frappe la Terre à plus de 70 000 km/h.
Une onde de choc équivalente à 5 milliards de bombes nucléaires. Des tsunamis géants, une pluie de roches en fusion. Il y a 66 millions d'années, la Terre subit sa 5e extinction de masse. « 75% des espèces sont rayées de la carte. Aujourd'hui, une équipe de paléontologues recherche les traces de cette catastrophe au pied des montagnes rocheuses du Colorado. Pour Tyler Lyson et Gussie McCracken, c'est le meilleur site de fouille au monde. Ici, l'impact de la météorite se lit dans la pierre. Cette fine couche de roche est la limite entre le Crétacé et le Paléogène, ou limite KPG. Elle est riche en iridium, qui est un élément très rare sur Terre, alors que c'est vraiment commun dans la composition des astéroïdes et des météorites. On a vraiment ici un pic d'iridium. La couche de sédiments créée par la météorite est appelée limite KPG par les scientifiques, car elle marque la frontière entre deux périodes géologiques. En dessous de cette ligne se trouve la période du Crétacé. C'est l'âge d'or des dinosaures. Au-dessus commence le Paléogène. Cette frise chronologique de l'histoire de la Terre offre des informations précieuses sur la biodiversité avant et après l'impact, notamment sur le sort des plantes à fleurs. Il s'avère que l'endroit où l'astéroïde a frappé a une vraie importance. Il a heurté une plateforme de récifs carbonatés. Ça a envoyé des poussières dans l'atmosphère. Ces aérosols ont ensuite fait le tour du globe et ont bloqué les rayons du soleil. C'est ce qui a tué les plantes. Car sans la lumière du soleil, les plantes ne peuvent pas faire de photosynthèse. Et une fois que vous avez éliminé les plantes, cela se répercute sur l'ensemble de l'écosystème. Ce fut le pire jour pour la vie multicellulaire sur Terre. Je le considère comme le bouton de réinitialisation biologique. Le règne des fleurs aurait dû s'arrêter brutalement, comme celui des dinosaures. Comment ces créatures d'apparence si fragile sont-elles parvenues à renaître de leurs cendres? Pour nous le révéler, Gussie et Tyler vont creuser à quelques kilomètres de là, sur le site de Coral Bluff. Ici, affleure une couche géologique qui a conservé les traces des premiers organismes à recoloniser la planète. Ça me paraît bien. Parfait. Je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc chaque fois que je trouve un fossile, je suis tellement excité parce que je me dis que c'est le fossile qui va changer complètement la donne. Ce n'est généralement pas le cas, mais on ne sait jamais. Des fois, ça l'est. C'est Gussie qui, la première, met la main sur un fossile de 66 millions d'années. J'ai trouvé une fougère. Cool! Regarde-moi ça. Vraiment magnifique, très très beau. Il ne s'agit pas d'une fleur, mais d'une fougère. 1000 ans après le cataclysme, ce sont elles qui ont été les premières à ressortir de terre. Les fougères sont très vigoureuses et se reproduisent par spores, ce qui leur permet de se reproduire très rapidement. Et c'est ainsi que nous obtenons cette rapide couverture de fougères partout dans le monde. Les fougères dominent ce monde post-apocalyptique, mais pas pour longtemps. Allons en chercher plus. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu plus haut? Oui. Je vais essayer ce bloc ici, qu'en penses-tu? Ok. T'en dis quoi? Je vais juste tout casser. Oh, regarde ça! C'est génial. C'est magnifique. C'est une vraie graine de palmier. Ah oui? Elle est grosse. Incroyable.
presque la taille d'une pièce de monnaie. Les graines comme celle-ci étaient présentes juste après la limite KPG. Elles étaient enterrées dans le sol en attendant les bonnes conditions pour germer et préparer le retour des plantes à fleurs. Elles ont été forcées d'attendre la fin du feu, du rayonnement thermique lié à la chute de l'astéroïde. Et ensuite, la planète s'est refroidie, avec des conditions glaciales. Donc, les graines les ont aidées à surmonter le feu et la glace. Les graines sont donc l'arme secrète des plantes à fleurs. Elles les ont vraiment aidées à survivre à l'impact de l'astéroïde, à revenir et à dominer à nouveau le monde. Une domination que les fleurs reprendront seulement 100 000 ans après la chute de la météorite. Mais comment une petite graine peut-elle être plus résistante que les dinosaures? Née de la rencontre entre le pollen et le pistil, la graine est une petite capsule qui renferme l'embryon. Que cela soit sous forme d'aigrettes de pissenlit ou cachées à l'intérieur des fruits, les graines assurent la dispersion d'une espèce. Mais ce n'est pas leur seule fonction. Elles font office de bunker qui protège l'embryon contre toutes les agressions extérieures. À Genève, une unité spéciale travaille sur l'incroyable résistance de la graine. Du matériel de haute technologie permet aux chercheurs de révéler son anatomie avec une résolution jamais vue auparavant. Luis Lopez Molina, le directeur de l'unité, prépare une plongée dans le monde microscopique. La graine de moins d'1 millimètre se transforme alors en une créature étrange. Donc on voit ici une graine de plante à fleurs, grossissement 170 fois, et on voit qu'elle est composée de 3 tissus. Un tissu externe qui s'appelle la coque, qui est l'enveloppe. Ensuite, il y a un tissu, une monocouche des cellules qu'on appelle l'endosperme. Et on voit l'embryon qui est en train de germer. Ici, on voit le radicule qui sort. L'embryon est donc recouvert de 2 couches, chacune jouant un rôle crucial dans son développement. Le biologiste a travaillé sur le rôle de la couche inférieure qui est au plus proche de l'embryon, l'endosperme. C'est le tissu de couleur orange. Sa fonction première est nutritive. Lorsqu'on mange du riz, du blé, du maïs, on mange l'endosperme. On est en train de prendre la nourriture de l'embryon, en fait. En isolant l'embryon de son endosperme, Luis a trouvé une autre propriété. L'endosperme joue un rôle dans le contrôle de la germination. L'endosperme est une sorte de senseur qui va être capable de détecter la température, qui va être capable de détecter la qualité de la lumière. Et si ces paramètres ne sont pas favorables, il va envoyer un message, il va relâcher une hormone qui va dire à l'embryon « tu restes à l'état de graine et tu attends ». Cet état de pause est appelé la dormance. L'embryon arrête temporairement sa croissance si l'environnement ne lui est pas favorable. Un atout indéniable quand un cataclysme ravage la planète. Et certaines graines peuvent dormir très longtemps. Il y a un exemple très connu, celui de graines de palmier qui ont été découvertes dans un tombeau en Israël qui avait 2000 ans et elles ont été capables de germer et de générer un palmier qui est capable de produire des dattes à son tour et des graines. C'est extraordinaire. Si l'endosperme a permis aux plantes à fleurs de faire le dos rond pendant la dernière extinction de masse,
c'est qu'il a été protégé par un bouclier infranchissable, les téguments, qui forment la couche extérieure de la graine. C'est ce que montrent les expériences de Leena Ivarinen, chercheuse dans l'équipe de Louis. Pour reproduire l'hiver glacial causé par l'absence de soleil, Leena plonge des graines dans l'azote liquide à moins 170 degrés. Donc là, je vais prendre l'azote. Donc vous voyez, il y a un peu de fumée. C'est très froid. J'ai des gants aussi pour me protéger. Et on va immerger ces graines quelques secondes, le temps que le froid pénètre bien. Elle va ensuite soumettre les graines à de puissants rayonnements ultraviolets pour simuler les effets dévastateurs du trou dans la couche d'ozone causé par l'astéroïde. Un traitement de choc dévastateur pour un être humain. Après avoir semé ses graines, Leena récupère les échantillons 3 jours plus tard. Là, je vais regarder. Donc, on va d'abord aller sur ce qu'on appelle les graines contrôle, donc sans traitement. Et on voit qu'on a des magnifiques petites plantules avec leurs 2 feuilles bien vertes. Et ensuite, si on regarde les graines qui ont subi ce traitement à l'azote, donc extrêmement froid, pendant quelques secondes, on voit qu'en fait, elles ont le même développement, donc elles ont l'air aussi tout à fait saines, comme si elles n'avaient rien vécu, en fait, ce qui est assez exceptionnel. Et finalement, les UV, donc ce traitement sur la nuit, et on voit qu'également, tout se passe bien pour elles. Elles ont survécu et elles pourront propager l'espèce une fois adultes en reproduisant elles-mêmes des graines ultra résistantes. Les graines, à première vue, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est petit, on pourrait même assimiler ça à un caillou. Et pourtant, c'est vraiment un trésor de l'évolution. C'est très résistant et ça a contribué au succès des plantes à fleurs. L'extinction de masse a finalement été une aubaine pour les fleurs. Elles ont pu renaître et conquérir des territoires autrefois occupés par d'autres. Au Crétacé, l'Amazonie était une forêt de conifères. Mais 6 millions d'années après la météorite, ils ont quasiment disparu au profit des plantes à fleurs. Ces découvertes nous font un peu mieux comprendre la domination des fleurs sur le monde. Mais notre quête de vérité sur l'abominable mystère n'est pas encore terminée. Comment la nature a-t-elle créé la fleur ? Cet organe reproducteur complexe semble sorti de nulle part. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à une fleur. C'est vraiment une invention formidable, mais rien ne lui ressemble. Donc c'est très difficile de comprendre d'où est-ce que la première fleur vient. Qu'est-ce qui a donné naissance à la première fleur? Darwin a dit que toutes les créatures vivantes partageaient une origine commune. Alors, d'où viennent les plantes à fleurs? Les scientifiques ont longtemps cherché des formes intermédiaires entre les plantes à fleurs et leurs ancêtres, les gymnospermes. En vain. Les pommes de pin, si rudimentaires, semblent tellement déconnectées de la sophistication des fleurs d'orchidées, par exemple. Sans intermédiaire connu, où chercher? Une autre piste se trouve en Afrique, où pousse une curieuse plante préhistorique. Ses organes reproducteurs présenteraient des similitudes troublantes avec les fleurs. François Parcy est spécialiste du développement floral au CNRS. Il est en mission. Il veut comprendre le chemin qu'a pu prendre la nature pour créer la fleur. Entre ses mains,
Un livre du 19e siècle dont avait connaissance Charles Darwin. Ce sont les premières descriptions de cette plante bizarre appelée Welwitschia mirabilis. Welwitschia, c'est une plante qui en soi est fascinante, qui a fasciné même Darwin bien avant nous. Quand elle est arrivée en Angleterre, hein, ils ont dit c'est la plante la plus merveilleuse, mais aussi la plus laide qui ait jamais été ramenée sur le sol anglais. Je veux dire, Welwitschia, c'est une plante assez incroyable. Le généticien en est persuadé. Welwitschia détient la clé des origines des fleurs. Après 8 ans de recherche en laboratoire, c'est la première fois qu'il va l'observer dans son habitat naturel, dans l'un des plus vieux déserts du monde. Pour nous, les Namibiens, nous trouvons que Welwitschia est fascinante. Elle est importante pour nous car on ne la trouve qu'en Namibie et en Angola. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs dans le monde. J'aimerais tellement en voir une. Sois patient, on va en trouver une. François Parsi sillonne le désert avec Nathanael Ndilenga, un étudiant namibien qui travaille lui aussi sur cette plante mystérieuse. Je suis pas sûr, mais je crois avoir eu quelque chose. Là. Oui, ici. Oui, c'est ça. C'en est une? Oui, on peut descendre et aller la voir. Celle-ci est vraiment énorme. Welwitschia mirabilis fait partie de la famille des gymnospermes. Ses organes reproducteurs sont portés par 2 individus différents. Le pied femelle possède des cônes ressemblant à de petites pommes de pin. À quelques mètres de là, le pied mâle produit du pollen. Ces plantes déploient également 2 grandes feuilles qui, lacérées par le vent du désert, ressemblent à des tentacules. Welwitschia descend d'une ancienne plante tropicale. Elle survit en milieu aride en captant le peu d'eau disponible avec sa racine très profonde. C'est incroyable que cette espèce ait réussi à survivre aussi longtemps dans des conditions si rudes. Tu penses que celle-là, elle a quel âge? Celle-ci est vraiment très vieille. Peut-être 600 ou 800 ans. Certains gros spécimens de Welwitschia peuvent atteindre 2000 ans. Mais Welwitschia n'est pas une gymnosperme comme les autres. Tout d'abord, sa reproduction ne serait pas assurée par le vent, mais par des pollinisateurs. C'est ce que tente à prouver cette expérience de Nathanael. En mettant de la poudre colorée sur les cônes mâles et un petit piège sur les cônes femelles, il a pu constater que des insectes faisaient le voyage entre les 2 pieds. Il est intéressant de voir que Welwitschia peut être aussi pollinisée par un insecte. C'est pourtant une gymnosperme, et les gymnospermes sont principalement pollinisés grâce au vent. Ce n'est pas la seule particularité que Welwitschia partage avec les plantes à fleurs. Sur ces cônes mâles, les scientifiques distinguent un caractère qu'on ne trouve normalement que chez les angiospermes. Un organe femelle avec du nectar. Je peux voir des ovules stériles sur les cônes mâles, c'est bien ça? Oui, c'est un cône mâle hermaphrodite. Il y a un ovule au milieu de l'étamine. Il sécrète une goutte de nectar. Cet ovule stérile est dissimulé sous une bulle de nectar. Donc cette bisexualité que l'on trouve uniquement chez les fleurs, on la retrouve aussi chez cette plante. On a l'organe mâle et l'organe femelle sur la même structure, ce qui est très inhabituel chez les gymnospermes.
Cela ressemble à une tentative ratée de faire une fleur. L'étrange plante namibienne intéresse plus que jamais les scientifiques. Welwitschia a-t-elle déjà dans son ADN une partie des ingrédients qui permettraient de fabriquer une fleur? Avant d'y répondre, il faut examiner comment la fleur se construit au niveau moléculaire. Bâtir une fleur, c'est un peu comme bâtir une maison, hein. D'abord, il faut un architecte et ensuite, on convoque des corps de métier, des maçons, des charpentiers, un plombier, etc. Eh bien, chez les plantes à fleurs, c'est un peu pareil. Il y a un architecte, on l'appelle l'architecte floral, qui va décider là où la fleur se forme et le plan d'organisation de la fleur. Ensuite, comment est déterminée l'identité? Qui sont les corps de métier qui vont travailler dans la fleur pour conférer l'identité aux organes? Ça, c'est ce qu'on appelle les bâtisseurs d'organes. On en connaît 3 classes, la classe A, la classe B et la classe C. Si on fait travailler la classe A avec la classe B, on va avoir des pétales. Si les bâtisseurs A travaillent tout seuls, ça va donner des sépales. Si le bâtisseur B travaille avec le bâtisseur C, ça va donner une étamine. Et le C tout seul va donner un pistil. Quel est cet architecte et comment intervient-il sur les gènes bâtisseurs de la fleur? Les scientifiques bénéficient aujourd'hui de technologies de pointe pour voir à l'intérieur des cellules végétales. Un de ces monstres d'ingénierie se trouve à Grenoble. Cette machine, un synchrotron, est le plus puissant accélérateur de particules au monde. Des électrons lancés à une vitesse proche de celle de la lumière vont produire des rayons X qui percutent les échantillons biologiques pour en révéler la nature intime. Apparaissent alors des points lumineux sur un écran. Selon l'emplacement et l'intensité des points, les scientifiques peuvent ensuite reconstruire une imagerie 3D des molécules. Voici comment une fleur est créée génétiquement. La protéine de l'architecte, en vert, vient s'accrocher à l'ADN des bâtisseurs. Là, ça se voit très bien, hein. L'architecte rentre à l'intérieur et reconnaît des endroits très précis sur l'ADN. Cet architecte, il va se poser sur l'ADN des bâtisseurs, sur une sorte d'interrupteur. Il va dire aux bâtisseurs, mettez-vous en route, faites des pétales, faites des étamines. Ça, c'est la base même du déclenchement de ce programme floral. C'est vraiment quelque chose dont je me lasse pas. Et si cette fabrique des fleurs se trouvait déjà chez Welwitschia? Pendant 8 ans, l'équipe de François Parcy a exploré son génome, étudié son architecte et tenté d'identifier un lien avec des gènes bâtisseurs. Le travail en laboratoire est difficile. Les déceptions fréquentes, surtout lorsqu'on s'attaque à l'ADN d'une gymnosperme. Edwige Moiroux, qui faisait partie à l'époque de cette aventure scientifique, se souvient. Les gymnospermes, ce sont des plantes très grandes comme les sapins, qui mettent beaucoup de temps à se développer. Donc c'est vraiment pas des plantes qui sont faciles à étudier d'un point de vue moléculaire et génétique. Ça nous a pris des mois et des années. À un moment donné, je me suis dit, mais non, mais c'était pas raisonnable de démarrer ce projet sur Welwitschia. Le travail finit par payer. L'équipe de Grenoble arrive à isoler l'architecte et l'ADN des bâtisseurs. Puis ils testent leur emboîtement. Sur l'écran, 2 taches noires. Ce résultat, en apparence insignifiant, est révolutionnaire pour les scientifiques. Pour en prendre toute la mesure, il faut retourner au synchrotron
et découvrir la modélisation à l'échelle moléculaire. En bleu, l'architecte de Welwitschia. Sa forme comme son emboîtement sur l'ADN des bâtisseurs semblent être les mêmes que ceux observés chez les fleurs. En superposant le squelette des deux résultats, il n'y a plus de doute. Ah là, la superposition, elle est extrêmement bonne, là. Oui. Mais on les distingue quasiment pas, en fait, les deux, là. Hein. Non. C'est-à-dire que les deux rubans, ils sont quasiment au même endroit. Et Welwitschia n'est pas un cas unique. Depuis ses travaux pionniers, ce même emboîtement a été découvert chez des conifères. Donc en fait, même si les plantes gymnospermes, elles ne font pas de fleurs, elles avaient en elles une grande partie des ingrédients. Elles avaient cet architecte capable d'aller se coller à l'ADN des bâtisseurs. C'est quand même assez fantastique et assez vertigineux. Cette incroyable découverte est la preuve que la fleur n'est pas apparue comme par magie au cours de l'histoire des plantes. Elle s'est formée grâce à l'héritage génétique des gymnospermes. Les gènes qui ont créé la première fleur, ils ne sont pas apparus pour la création de la première fleur. Ce sont des gènes qui étaient déjà là avant et qui ont en fait été recyclés, modifiés pour créer la première fleur. Et ça, c'est vraiment typique de l'évolution. C'est créer du neuf avec de l'ancien, en modifiant un petit peu, en bricolant, pour créer quelque chose de complètement nouveau. Les fleurs ne sont plus une anomalie évolutive dans l'arbre du vivant. Ce que Darwin a appelé l'abominable mystère, eh bien c'est un peu moins mystérieux, puisqu'on a compris qu'il y avait tout de même, au niveau des molécules, une sorte d'avancée graduelle, et non pas un grand saut évolutif qui surprenait tout le monde à l'époque de Darwin. Darwin aurait été évidemment ravi d'apprendre cela. Les fleurs menaçaient les fondements de sa théorie de l'évolution. Elles en sont finalement l'une de ses plus belles illustrations. Apparues il y a plus de 200 millions d'années, les fleurs ont su tirer profit de leur environnement et de l'association avec les pollinisateurs pour évoluer, se diversifier et ainsi atteindre les sommets du royaume végétal. Grâce à la science, l'histoire des fleurs sur Terre est moins mystérieuse. Elle n'en est pas moins bouleversante. Les fleurs, en fait, pour moi, c'est une illustration magnifique de ce que peut créer l'évolution. En fait, il faut imaginer que la vie, c'est tous ces essais-erreurs, hein. C'est des molécules qui s'entrechoquent. Et moi, je trouve que la fleur, c'est un exemple formidable du degré de sophistication et même du degré de beauté et donc aussi d'une pointe de poésie sur ce que peuvent faire des chocs moléculaires et une pression de sélection. Dans chaque mécanisme qu'on découvre, on le trouve beau en soi, mais une fois qu'on dit ça s'est fait tout seul, c'est encore plus merveilleux. Et je trouve que la fleur, c'est une illustration de ce côté merveilleux du déroulement de l'évolution. Quels nouveaux défis les plantes à fleurs vont-elles relever à l'avenir? Jusqu'où leur extraordinaire pouvoir peuvent-elles les amener? La Chine mène actuellement des expériences pour faire germer des plantes à fleurs sur la Lune. Et la NASA prévoit d'en cultiver sur Mars. Les fleurs sont loin d'avoir terminé leur conquête.